Eh bien, l'existence d'un rapport rédigé par Pilecki était connue de quelques rares spécialistes de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et en ce qui me concerne, j'ai été contactée en 2014 par les éditions Champvallon qui s'apprêtaient à éditer la traduction en français du rapport Pilecki, traduction qui a été effectuée par Ursula Isy et Patrick Godefard. Et les éditions Champvallon avaient décidé d'accompagner cette traduction d'explications. Voilà. Et donc je me suis chargée de l'introduction et des commentaires historiques de ce livre. À dire vrai, c'est parce que j'appréciais beaucoup le travail de Gaëtan et que je me disais qu'il y avait là une possibilité de faire un livre magnifique et la suite a prouvé que j'avais raison. C'est à l'occasion d'un déjeuner où on prenait un café et puis voilà, je lui ai mis l'ouvrage entre les mains et hop, c'était parti. Ça ne s'est pas fait d'un seul coup. C'est vrai que déjà, en tant que lecteur, j'ai été disons, embarqué par ce récit qui est quand même extrêmement fascinant, qui est complexe et fascinant, et à la fois très humain. Donc ça me plaisait. Isabelle, elle savait que j'avais déjà travaillé sur des récits à échelle humaine, avec Soleil brûlant en Algérie et Capitaine Tikhomirov. Pour moi, ensuite, la difficulté, c'est évidemment de l'adapter, d'en faire, que ça rentre dans un format bande dessinée. Même si je suis plutôt sur des formats assez autour de 200 pages, il y avait un beau travail d'adaptation, et pour moi, c'est un vrai défi. Il y avait déjà le fait que c'est une histoire d'espionnage, donc en tout cas une vraie histoire d'espionnage, et ça c'est peu courant. Moi j'ai peu lu de vrais textes là-dessus, de vrais récits. Quelqu'un qui raconte comment il monte son réseau, comment il envisage de monter un soulèvement, comment il crée de l'entraide, comment il fait sortir des renseignements du camp. Donc ça, je trouvais ça assez fascinant. Et puis évidemment le contexte historique, le contexte du camp d'Auschwitz était évidemment quelque chose pour moi de nouveau et qui relevait aussi de ce défi pour un auteur de BD. Witold Pilecki vient d'une famille polonaise qui a une sorte de tradition d'insurrection chevillée au corps, puisque la famille a déjà été déportée une première fois dans la seconde moitié du XIXe siècle pour participation à une insurrection contre la Russie tsariste, à l'époque où la Pologne était partagée entre différents empires, et donc obligée de s'installer d'abord en Sibérie et puis ensuite en Russie occidentale. Donc lui, d'abord c'est un jeune homme qui a grandi en plein air, qui a eu une enfance dans cette nature qui, je crois, lui a quand même joue dans sa survie, dans les raisons de sa survie. C'est quelqu'un de très physique, qui fait beaucoup d'équitation, on voit bien aussi dans ce qu'il explique de la façon dont il élève ses enfants, qui est plutôt une éducation à la dure, sans doute dans la tradition de l'époque. Et il a fait l'équivalent des scouts polonais, c'est-à-dire à l'époque, c'était une façon, dans le fond, de préparer les jeunes garçons à se battre alors que c'était interdit. Voilà. Et puis il est officier de cavalerie dans la réserve, dans l'armée de réserve polonaise après l'indépendance, après 1918. Il s'est déjà battu une première fois contre les Russes, les bolcheviks à l'époque, en 1918. Et puis ensuite il a mené une vie de propriétaire terrien, mais encore une fois propriétaire terrien proche de sa terre et pas du tout enfermé dans son bureau. Il a épousé une institutrice, il en a eu 2 enfants. Et lorsque la guerre éclate en septembre 1939, lorsque la Pologne est envahie par la Wehrmacht, Pilecki est immédiatement mobilisé part se battre, mais comme tous les Polonais de cette époque, il part se battre pour faire face. La Pologne pendant 2 semaines se bat assez bravement et tient tête à l'Allemagne, sauf que à partir du 17 septembre, quand l'armée rouge rentre à son tour dans l'est de la Pologne en vertu des accords Ribbentrop-Molotov, là ça commence à faire un petit peu beaucoup, sachant que les Français n'arrivent toujours pas. Donc c'est la chute de Varsovie. Et dès les derniers jours de ce qu'on peut
appeler la campagne polonaise ou la campagne de septembre 39, vous avez ces jeunes officiers, sous-officiers ou soldats qui décident au moment de la chute de Varsovie de créer l'armée de l'intérieur, c'est-à-dire l'armée clandestine qui sera celle de la résistance. Et ces résistants polonais de la première heure, qui sont des patriotes polonais, j'insiste sur le terme patriote, hein, on n'est pas dans une extrême droite telle qu'on pourrait l'imaginer dans un cadre occidental, on est voilà, dans une défense d'une nation un petit peu martyre de l'histoire de l'Europe malgré tout. Et donc, rapidement, quand même, les Polonais, et notamment ces résistants, se rendent compte que les nazis sont dans une politique de décapitation de la société polonaise, c'est-à-dire que les Polonais, étant amenés à être des esclaves pour la autoproclamée race des seigneurs, eh bien, ils n'ont pas besoin d'élite, ils n'ont pas besoin d'officiers, ils n'ont pas besoin de médecins, ils ont juste besoin de savoir compter jusqu'à 10 pour faire quelques comptes de ferme, et puis sinon il faut qu'ils gratouillent la terre et qu'ils s'occupent des bêtes. Et puis en plus, il faut supprimer de la société polonaise tout ce qui pourrait éventuellement tenter de se révolter contre l'occupant allemand. Donc on élimine ou on déporte à bras raccourcis tout ce qui peut ressembler à une élite polonaise de près ou de loin. Et il y a un endroit en particulier, c'est pas le seul, hein, il y a beaucoup de camps de concentration qui sont ouverts en Pologne dès le départ, mais l'un des principaux camps ouverts en juin 1940, le jour même où Hitler défile sur les Champs-Élysées, le camp d'Auschwitz ouvre à côté de Cracovie, et c'est un camp de concentration qui est destiné aux Polonais dans cette première période de la guerre. Et Pilecki se propose pour cette mission assez extrême de se laisser rafler, embarquer à Auschwitz sous un faux nom pour y rejoindre les camarades emprisonnés et organiser l'insurrection du camp. Alors oui, vaste question, grande question. Disons que c'est déjà, faut s'approprier le récit, déjà faire des choix scénaristiques, parce que j'avais l'idée évidemment de rentrer dans la tête de ce Pilecki, enfin de ce Tomasz Serafiński, là sous couverture, et de montrer ses questionnements, ses doutes, et aussi surtout son ambition et sa volonté de réussir sa mission. Tout au long de l'album, j'ai voulu montrer ça, malgré tout ce qu'il subit, il y a toujours cet ordre supérieur, ce fil rouge qui le guide jusqu'au bout. Donc ça, c'était important, donc l'aspect humain, franchement humain du personnage, et puis comment il tisse sa toile, tous les seconds rôles, en fait, et il y en a une multitude, et cet enchaînement de faits, de rencontres, de constructions, de choses qui sont à la fois très proches de lui et qui sont à l'extérieur de lui. Par exemple, il raconte une évasion qu'il a plus ou moins indirectement organisée, celle de la voiture, là, du déguisement. Donc on voit que c'est lui qui tire les ficelles en fait tout au long du récit, tout comme le fait qu'il réussit à harmoniser ou en tout cas créer une alliance des différents réseaux de résistance, parce qu'il y en avait plusieurs dans le camp. Bref, c'est une histoire assez riche dans laquelle, c'est un huis clos, dans laquelle je voulais aussi qu'il y ait des sorties, qu'il y ait des ouvertures, qu'il y ait des échappées. Et je disais, je suis rentré dans sa tête, enfin en tout cas j'ai essayé d'imaginer ce qu'il avait dans sa tête, et j'ai de ce fait joué aussi sur ses souvenirs d'enfance ou souvenirs d'avant la guerre, pour enrichir le personnage humain. Le rapport W ne traite pas du génocide des Juifs, ça n'est absolument pas le sujet de Pilecki. Encore une fois, il faut que ce soit très très clair, ce serait indécent de prétendre le contraire. Il est présent à Auschwitz dans ce premier âge du camp, où c'est donc ce que je vous disais, ce camp de concentration destiné à éliminer l'élite polonaise. Et ça n'est que petit à petit, au fur et à mesure, parce qu'il y passe quand même un certain nombre d'années, que l'on voit arriver les Juifs, mais qui vont
rapidement pour la plupart en fait partir dans le camp d'en face qui est Birkenau, et donc Pilecki est un témoin indirect. Il dit quelques mots sur ce qu'il voit et ce qu'il croit comprendre, mais il est là pour libérer ses camarades polonais. Pour moi, oui, c'était extrêmement important de faire connaître ce premier âge du camp. D'abord parce que ça enrichit notre connaissance sur le système concentrationnaire. Ça permet quand même aux gens de commencer à faire une distinction qui reste encore assez rare entre camp de concentration et camp d'extermination. Et voilà. Première chose. Et puis, deuxième chose aussi très importante, c'est de réintégrer l'Europe de l'Est, et ici en l'occurrence la Pologne, dans l'histoire du continent européen. Et ce que je vous disais tout à l'heure, de comprendre que tout se joue à une échelle qui est européenne, et que le moment où Hitler descend les Champs-Élysées le 14 juin 1940, il y a les premiers capots qui ouvrent le camp d'Auschwitz, et je pense que c'est extrêmement important de comprendre ça. Moi, ce que j'avais lu sur Auschwitz, sur les 3 camps, c'était Primo Levi. Donc j'avais la connaissance du Auschwitz III, hein, même si à la fin il est libéré à Auschwitz I, hein, puisqu'il transite comme il est malade. Enfin bref, voilà. Mais voilà, j'avais aucun a priori, sauf que j'essaie de trouver le bon terme, mais c'est pas facile. Attiré, mais enfin en tout cas je trouvais ça intéressant de travailler sur Auschwitz I parce que c'était un bâtiment qui existait avant et qui n'avait rien demandé en fait à toutes ces histoires d'humains, à toutes ces histoires d'hommes. Hein. Oui, c'est une caserne autrichienne du 19e siècle. Et cette caserne en briques rouges, je trouve qu'elle a quelque chose d'assez touchant, à l'inverse de Birkenau, qui a été construit donc à l'époque et qui est tout en bois, qui est à perte de vue, enfin, qui est, je trouvais, extrêmement glaçant là, pour le coup. Je trouvais que les bâtiments d'Auschwitz dégageaient quelque chose, au-delà même de l'histoire morbide qui est liée. Voilà, c'est des bâtiments historiques qui ont été construits dans les années 10, hein, c'est ça, Isabelle, voilà. Alors oui, j'avais l'idée évidemment de commencer par le début, en fait, son arrivée dans le camp, et puis de finir par l'évasion. Ça c'était moi, il n'y avait pas d'ambiguïté, en tout cas de finir le récit. Après l'épilogue, j'avais cette idée en effet de montrer la guerre froide, le post-Deuxième Guerre mondiale, la situation de la Pologne à l'époque face aux géants soviétiques. Voilà, je tenais à raconter cette fin, même si cette fin n'est pas dans le rapport Pilecki, bien entendu. Et alors le découpage du rapport Pilecki, il est année par année. Et là, justement, je voulais pas retomber je voulais pas tomber dans quelque chose de trop historisant ou trop scolaire, entre guillemets. Et donc du coup, j'ai structuré ça par grandes parties qui font des points avec la vie humaine dans tout ce qu'elle a de plus banal, c'est-à-dire la fête de Noël, Pâques, hein, et de compter le nombre de jours d'un moment du début, hein, de son arrivée au camp, par exemple. La première partie, c'est ça. J'ai pas le nom exact en tête, mais genre 78 jours jusqu'à Noël pour montrer justement cette période de l'automne à l'hiver jusqu'à Noël 1940. Donc du coup, le découpage fonctionnait sur cette numérotation, et si on additionne chacune des parties, vous avez les 947 jours de Pilecki, si je ne me suis pas trompé. Alors oui, les couleurs, en fait, c'est une base très, très réduite, du bleu, du rouge, des couleurs très fondamentales, entre un rouge chaud, donc un ocre rouge, et un magenta, qui est un rouge plus froid, et un bleu foncé mais lumineux, qui se rapproche d'un bleu de Prusse. Voilà, alors la couleur, vous l'avez compris, elle n'est pas naturaliste, hein, ou très peu, sauf au début. Hein. Je voulais montrer, en fait, le début, le passage d'une vision normale, on part du ciel, de nuages, le soleil se couche, on voit un train, la fumée, on rentre dans un wagon, et à partir de là, on bascule dans le cauchemar. Hein, et donc je passe sur des bleus noirs, hein, sur des ambiances irréelles, et ça va être constant tout au long du récit. Soit en monochrome de bleu, soit en monochrome de rouge, soit en association par superposition ou mélange
de ces deux teintes qui peuvent aller ensuite vers des mauves ou des gris chauds, des gris foies, etc. L'idée, c'est de traduire en fait des sentiments pour le lecteur. Ensuite, le lecteur, de toute façon, il a sa subjectivité aussi. Il y a aucun, je veux donner aucun symbole. La couleur n'est pas symbolique. Elle doit être sentie. Donc, ça peut dire par moments l'étouffement, ça peut dire par moments l'angoisse, la colère. Ça peut dire aussi par moments la sérénité. Oui, d'ailleurs, moi, je pensais beaucoup au peintre Hopper, qui joue beaucoup sur justement le mystère. Simplement, il peint une maison. Rien que le fait de peindre une maison avec une lumière qui sort d'une certaine fenêtre, etc., le rapport de couleur fait que ça en devient angoissant. En tout cas, ça laisse le spectateur réagir selon sa propre émotion. Donc je pensais, oui, notamment pour cette séquence-là. Un petit peu à Magritte aussi, il y avait une ambiance un peu de Magritte, certaines peintures de Magritte. Voilà. Avant de commencer, pour moi, je ne pouvais pas me contenter des documents qu'on peut trouver sur Internet de manière comme ça, un peu hasardeuse, hein, sur les différents sites. Donc, et là, je trouvais que c'était un peu banalisé. Donc, je voulais créer une écriture, créer ma propre écriture, enfin, m'approprier ce champ, en tout cas ce contexte. Et en ce sens, je suis allé sur place. Voilà, je suis allé 2 fois sur place avec les conseils d'Isabelle, qui au départ m'a briefé sur, je me souviens, une carte aérienne la veille du départ. Elle m'a briefé justement sur l'histoire des différents camps d'Auschwitz et qu'il ne fallait pas du tout confondre Auschwitz I et Birkenau. L'histoire se passe à Auschwitz I, donc dans le camp principal. Et donc une fois sur place, j'ai à la fois travaillé sur ce qu'il y a dans le champ, ce qu'il y a dans le hors-champ, le camp, l'autour du camp, le rapport à la nature, parce qu'il y a cette évasion assez passionnante aussi. Donc je voulais voir la rivière Sowa. Donc voilà, du coup j'étais dans un rapport de dessin sur place de l'environnement, du rapport à la lumière, à la nature, etc. Un peu contemplatif même. Donc ça je l'ai dessiné. Et puis j'étais dans un rapport sur le détail, c'est-à-dire que, alors par contre là, j'utilisais l'appareil photo, c'est-à-dire j'étais comme dans une enquête, c'est-à-dire je prenais en photo la poignée de porte, l'interrupteur en bakélite, etc. Tous les détails qui font la spécificité du camp d'Auschwitz. J'avais fourni un certain nombre de universitaires, on ne se refait pas. Donc j'ai dit à Gaëtan, si tu veux dessiner ou en tout cas réfléchir sur Auschwitz, il faudrait déjà commencer par maîtriser la base. Et j'ai dû lui filer 12 livres de 800 pages chacun. Ah oui, les bleus là. Voilà, et qu'il a étudié, peut-être pas dans leur intégralité, mais voilà. Et donc effectivement, il me posait des questions qui étaient des questions d'érudits, et c'était parfait, c'était exactement ça qu'il fallait. Mais donc il fallait être très très réactif, hein. Des fois c'était un texto ou un appel, il faut que je sache ci, ça. Et puis des questions qui peuvent être complexes, notamment sur la numérotation des blocs qui a changé parce que Auschwitz étant un chantier permanent, et d'ailleurs Auschwitz n'a pas terminé d'être construit quand les soviétiques arrivent au camp en janvier 1945, hein. Donc ça passe 5 ans à être construit. Il y a eu des changements de numérotation, donc Gaëtan m'appelait pour savoir si le bloc 10 c'était le bloc 11 de 43 ou c'est donc moi-même il fallait que je me replonge pour répondre. C'était intéressant. Je ne pouvais pas être dans une position qui empêche Gaëtan de s'exprimer, sinon j'avais qu'à prendre mon crayon et puis faire moi-même ce que je voulais faire. C'était son œuvre à lui, évidemment. En revanche, moi j'étais là pour assurer l'extrême rigueur scientifique de l'œuvre in fine. Et je crois qu'on y est arrivé. Maintenant, il s'agit évidemment d'une évocation, c'est le terme que j'emploie, d'ailleurs c'est le terme que j'ai mis en avertissement dès le départ, hein, que ce n'est pas un reportage historique, on est dans une évocation du réel. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la rigueur, la justesse de cette évocation. Après, on est au plus près de ce qui peut être l'exactitude, mais ça n'est pas un document historique. Et puis, il y avait certaines zones sur lesquelles Gaëtan tenait à une liberté artistique qui posait une certaine distance avec ce que moi, je considérais comme étant
une plus grande exactitude. Je pense à l'exemple des costumes, par exemple, de déportés, où en gros, à un moment donné, ça a été une grande discussion sur laquelle je n'ai pas eu d'ailleurs le dernier mot, mais voilà, je disais à Gaëtan, t'es déporté en 43, il leur manque pas un seul bouton, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, il y avait presque plus, comme le Reich n'a plus de tissu, ils n'étaient plus en uniforme de déportés, mais ils étaient habillés avec les affaires de ceux qui étaient morts. La personne n'avait la bonne taille, enfin tout le monde était en guenilles évidemment, donc qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont tous repassés. Et Gaëtan m'a répondu. Alors je comprenais tout à fait ce qu'elle disait, il n'y avait pas de souci, sauf que je voulais rester dans un code, c'est-à-dire que j'avais établi au départ. Enfin, la BD, c'est vrai que je joue beaucoup sur des codes, et notamment sur les vêtements. Donc là-dessus, je ne voulais pas être hyper réaliste, hein, même si je le suis sur certains détails. Hein, mais de toute façon, je suis constamment dans le contraste. Tantôt, je peux être en effet extrêmement descriptif. Tantôt, je peux être plutôt dans l'évocation. Et là, sur l'uniforme à rayures des déportés d'Auschwitz, je voulais pas trop rentrer dedans. Je voulais rester dans ce jeu de la codification, ce qui n'exclut pas la précision, notamment, Isabelle m'avait conseillé au niveau aussi des insignes, des insignes de bien montrer qu'on passait du triangle à l'insigne juif, qu'il fallait faire attention de bien montrer ce moment-là, parce que là, par exemple, si on est sur cette image, on est en 1942, donc en effet, les Juifs arrivent dans le camp. Voilà, et donc la justesse de l'évocation, c'est ne rien transiger sur les insignes cousus, et puis laisser l'uniforme comme au premier jour. Le récitatif est en grande partie tiré du rapport, avec des ajustements, évidemment, pour des fins narratives, mais il y a l'exigence d'une fidélité. Au niveau même du prologue, je tenais à utiliser à 100% le texte du rapport. Je crois qu'il y a eu quelques petits ajustements, mais voilà, pour moi, symboliquement, c'est important de commencer vraiment par le vrai texte, au mot pour mot. Sinon, après, c'est des ajustements narratifs, comme je disais, et puis les dialogues, par contre, sont inventés. Là, c'est un vrai travail de scénarisation, puisqu'il y a très peu de dialogues dans le rapport. Avec d'ailleurs un souci que tu as eu de rendre les dialogues contemporains. Le Pilecki de la BD ne parle pas comme Pilecki semble parler dans le rapport qu'il a lui-même écrit. Alors ça, c'est des débats, que j'ai souvent eu avec des journalistes ou avec des auteurs, enfin bref. Moi, j'ai du mal avec le fait de dire il faut parler comme c'était à l'époque, parce que déjà, on ne sait pas forcément. Je l'avais eu pour l'Algérie, notamment sur certains mots que j'utilisais. Je me rappelle avec Alexandre Tikomirov, il m'a dit non, ça n'existait pas à l'époque. Je dis oui, mais moi, je tiens justement à donner une contemporanéité au dialogue, faire en sorte que le public puisse rentrer dedans, et surtout, je ne veux pas que ça sente la naphtaline, quoi. Il n'y a rien de pire que ça. Donc voilà, après, on a eu des discussions avec Isabelle, là aussi, c'était très intéressant. De toute façon, c'était toujours constructif au final, donc que l'un gagne ou l'autre perd, peu importe. Mais je sais pour quel mot c'était. Ah oui, non, mais on ne va pas le dire maintenant, celui-là. Oui, je me souviens, ça y est. Le premier rapport est parti à l'octobre 1940 d'Auschwitz, et puis il est arrivé à Londres au printemps 1941 en passant par un réseau suédois. Et les rapports se sont accumulés sans jamais déclencher l'insurrection qu'on attendue, parce que bien entendu, il y a un plan qui aurait été l'insurrection du camp, mais avec un appui de l'extérieur. C'était un massacre inutile. Donc il fallait que les Alliés ou l'armée de l'intérieur polonaise arrivent soit par voie aérienne, soit par voie terrestre, mais en tout cas apportent un appui extérieur. Donc c'est ça en fait que Pilecki va attendre durant ces plus de 900 jours. C'est le signal de l'insurrection, l'aide extérieure. Mais voilà, la résistance polonaise au départ est trop faible, et puis par la suite, entre
entre en crise, enfin, je ne vais pas passer les détails de son histoire, et il pense que le nombre de garnisons allemandes autour du camp d'Auschwitz est trop important pour envisager cette opération. Et puis, il est vrai, sans doute d'ailleurs, que la résistance n'est pas loin de penser que de toute façon, tout le monde est mort de ses rangs à Auschwitz même. Voilà. Après, les renseignements envoyés par Pilecki font partie des tout premiers renseignements, d'abord les plus précoces, et puis ensuite fait partie de cette famille des renseignements qui ont pu arriver à l'extérieur sur ce qui se passait à Auschwitz, et également parfois, mais de manière beaucoup plus indirecte, donc erronée parfois, sur ce qui se passait à Birkenau. Donc le réseau de Pilecki a contribué à diffuser des renseignements, mais si vous voulez, comme beaucoup de ces renseignements, malheureusement, ils sont parcellaires et ils ne s'agrègent pas en un tout qui ferait sens et qui dirait on est en train de décimer d'abord un peuple entier par rapport à la Pologne sur laquelle Pilecki témoigne, et puis également pour certains aspects de ces témoignages, et puis surtout pour les autres témoignages, on est en train de faire disparaître les Juifs.